Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir une fois de plus, c'est de plus en plus souvent à l'Institut français ici à Bagdad pour un nouvel événement. Ce soir nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Ariane Thomas qui est conservatrice au musée du Louvre. Alors quelques mots d'abord sur le contexte de cette conférence. Elle s'inscrit dans un mouvement plus général de réinvestissement archéologique de la France ici en Irak. La France, comme Ariane nous l'expliquera, a été très présente, a connu une éclipse assez longue depuis 30 ans et à partir de cette année se réinvestit massivement sur le territoire de l'Irak fédéral, au sud pour démarrer, puis ensuite au nord, à Khorsabad, qui est précisément le sujet de notre intervention ce soir. Même si, bien entendu, durant cette période, nous avons aussi été très présents au Kurdistan irakien, où il n'y a pas moins de 6 fouilles françaises actuellement présentes. Un petit mot sur notre éminente conférencière. Ariane Thomas est docteur de l'université de la Sorbonne en archéologie. Je vais peut-être écorcher l'intitulé exact de vos nombreux diplômes. Elle a aussi eu un master en archéologie et auparavant elle a fait l'école du Louvre. Elle est conservatrice depuis 2011 au musée du Louvre et responsable de toutes les collections qui nous concernent, toutes les collections qui concernent la Mésopotamie. Donc en dépit de son jeune âge, c'est une archéologue de grand talent, de grande renommée que nous avons l'occasion et le plaisir d'accueillir ce soir et qu'il va nous parler d'un mot qui nous fait rêver tous, qui est Khorsabad. Et sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci. Du coup, je parle là. Ok. Eh bien, merci de l'invitation et merci aussi d'être venus nombreux en plus pour m'écouter. Vous parlez en effet d'une ville que vous connaissez peut-être mieux que moi, donc je vais peut-être aussi répéter pour certains des choses qu'ils savent très bien. Donc vous présentez la ville de Khorsabad et sa redécouverte qui... certains le savent, est très lié à l'histoire de l'archéologie mésopotamienne en général et à l'histoire du Louvre en particulier. Et c'est également pour cette raison que je terminerai sur ce qui a aussi donné en partie le titre de mon intervention, à savoir un projet que nous menons de reconstruire virtuellement le site de Khorsabad avec les données que nous avons pour le présenter au musée du Louvre. Donc, en effet, nous allons donc nous déplacer plus au nord de Bagdad, dans la région assyrienne, que vous connaissez également, et donc dans le triangle assyrien formé par le Tigre et ses affluents, que j'ai ici mis en agrandi, Khorsabad étant une ville qui se situe à 15 km au nord de Ninive. Donc, son nom antique est Dur-Sharrukin, puisque vous savez que Khorsabad est une ville assyrienne qui a un destin assez particulier, puisqu'elle a été la ville d'un roi qui lui a donné son nom. C'est la ville de Sargon II, et Sargon II, donc roi d'Assyrie, à la fin du 8e siècle, qui décide, dans une tradition mésopotamienne bien connue par ailleurs, de fonder une ville à son nom, à sa gloire. Donc c'est littéralement la ville ou la forteresse de Sargon, et une ville qu'il a fondée en une dizaine d'années à peine, ce qui est par ailleurs un record, puisque elle est extrêmement vaste et qu'elle va donc être à l'égal ou dépasser même la capitale précédente qui est Nimroud. Donc, par ailleurs, je vous avais mis effectivement une petite citation, puisqu'on connaît beaucoup des pensées de Sargon II à l'encontre de cette ville à sa gloire, par ses lettres et par les inscriptions royales, et que dans le ton des lettres qui est un petit peu plus vif, il nous dit qu'il a planifié jour et nuit pour construire cette ville et la rendre habitable et en faire donc la capitale de l'Empire assyrien pour une durée très courte, à savoir son règne uniquement, puisque la ville a été inaugurée un an avant sa mort. Donc évidemment, j'avais mis en rappel ce grand roi assyrien, ici sur un des reliefs de Khorsabad présentés au Louvre, Sargon II. Oups, flûte. Alors,
j'ai ponctué mon intervention de certaines images de cette visite virtuelle. Ici, vous voyez le plan de cette ville énorme qui fait donc 300 hectares pour le seul périmètre de son enceinte. En réalité, il est possible qu'elle dépassait même la précédente capitale de Nimroud si on estime qu'une ville pouvait éventuellement s'être développée à l'extérieur. Ça, ce sont des questions qu'on n'a pas résolues encore. Donc vous voyez une grande enceinte à peu près quadrangulaire avec un arsenal ici, et puis cette porte qui mène à cette ville basse qui est pratiquement inconnue et une citadelle royale sur la partie nord de l'enceinte, à cheval sur l'enceinte, et où se trouvaient les résidences de dignitaires, les temples, la ziggourate et le palais royal, qui est ce qu'il y a de mieux connu. Alors là encore, Khorsabad, c'est aussi un site assyrien absolument extraordinaire, puisque justement on le connaît par l'archéologie, mais on le connaît aussi par les textes. J'ai cité même une lettre de Sargon, on en a plus d'une centaine, où il nous décrit la construction de sa ville, mais on a aussi évidemment dans la tradition mésopotamienne des inscriptions royales, et notamment ici les documents de fondation, avec un texte que je vous ai mis ici, donc, où il nous dit qu'il a construit des palais d'ivoire, d'érable, de buis, de mûrier, de cèdre, de pin et de pistache, donc bois précieux importé. J'ai gravé mon nom sur des tablettes d'or, d'argent, de bronze, de plomb, de magnésite, de lapis-lazuli et d'albâtre, placées dans les fondations. Puisse un futur prince restaurer mon travail, inscrire un texte commémoratif et le mettre à côté du mien. J'ai déjà annoncé qu'il n'y a pas eu de successeur, on va le voir, à Khorsabad, mais les fouilleurs ont effectivement retrouvé ces documents placés dans les fondations, et je vous ai mis ici les 3 tablettes d'or, de bronze et d'argent qui portent ce texte donc qui rappelle les nombreuses richesses qu'il a dû accumuler pour faire cette construction énorme en un temps aussi court. Évidemment, ça a été en grande partie permis par la dynamique même de l'Empire. Sargon II est aussi le roi d'un règne florissant et conquérant. Ses conquêtes à l'ouest, à l'est et au nord lui ont assuré en grande partie une main-d'œuvre, des prisonniers de guerre, des esclaves qui ont contribué à la construction, et également des tribus qui ont enrichi l'Empire et permis, là encore, donc, cette grande construction. Je vous ai mis ici un relief, là encore, du musée du Louvre, qui vous montre des tributaires mèdes qui apportent chevaux, mais aussi maquettes de forteresses destinées à marquer donc leur soumission à l'Empire assyrien. Et là encore, eh bien, texte et images se complètent, puisque vous voyez, il nous dit bien qu'il a installé dans cette ville des populations des 4 coins du monde, de langues étrangères, aux parlers différents, originaires de la montagne ou du plat pays. Donc il a rassemblé toutes sortes de peuples qu'il a mis sous la tutelle des Assyriens, destinés à leur montrer, d'une compétence universelle, et destinés donc à leur montrer comment se conduire et se comporter face aux dieux et aux rois assyriens qui les avaient soumis. Malgré tout, on sait qu'un tel chantier a été véritablement exorbitant, et Sargon II aurait dû en partie emprunter aux nobles assyriens pour sa construction. Donc, pratiquement une forme d'endettement à un moment donné, jusqu'à une campagne restée fameuse, et notamment fameuse au Louvre parce qu'on conserve la tablette gigantesque qui porte la lettre du roi au dieu Achour racontant sa victoire sur l'Urartu. Donc l'Urartu, une région qui correspond grosso modo à l'Arménie actuelle, vous le savez pour certains d'entre vous, mais qui est également une région riche, et la conquête de Sargon II en Urartu va lui assurer un butin fantastique qui semble régler les questions financières du chantier de Khorsabad. Ici, je vous ai donc mis une image qui est en partie un dessin, parce que le relief était malheureusement en mauvais état, et
la seule chose qu'il reste de ce relief, aujourd'hui disparu, mais qui vous montre le pillage du temple de Mutsatsir, le temple du dieu Haldi, qui, en 714, donc, a apporté un tribut considérable en Assyrie. Et l'importance de la ville de Khorsabad pour le roi Sargon se marque aussi par le fait qu'il semble y avoir tout un système symbolique dans ce monde qui était fondamentalement religieux. On sait que le chantier a été évidemment mené les jours propices selon la religion assyrienne, mais également que des valeurs symboliques qui ont été introduites, et Sargon II lui-même nous le dit, en indiquant que les proportions de la ville ont été fondées sur la valeur de son nom, en parallèle du fait que la ville elle-même porte son nom. C'est ce que nous disent les inscriptions de fondation. Et puis alors en revanche, le lien exact est difficile à comprendre. Je vous ai remis ici une vue d'ensemble de la ville, en parallèle d'un des reliefs que vous connaissez peut-être, qui est un relief très monumental d'un héros au lion qu'on appelle parfois Gilgamesh. On considère que c'est une forme d'idéal du roi, et peut-être un idéal du roi aussi au niveau de son portrait, parce que certains ont fait remarquer que le visage des grands reliefs de Khorsabad est toujours le même, et peut-être une image idéale également du roi Sargon. La ville est donc véritablement à sa gloire, et c'est peut-être la raison pour laquelle ce chantier tout à fait énorme, et qui a fait l'objet d'une inauguration extraordinaire dans la tradition des banquets colossaux d'inauguration des villes et des palais assyriens, eh bien, a été arrêté un an seulement après avoir été inauguré. Alors un an seulement, parce qu'un événement survient, c'est la mort du roi, la mort inattendue du roi Sargon II, alors qu'il est parti en campagne dans le Tabal, donc quelque part en Anatolie, dans l'actuel, on va dire au sud-ouest de la Turquie actuelle, et il meurt dans le Tabal en campagne militaire. Et on ne retrouve pas son corps. Certains d'entre vous le savent peut-être, ce qui est interprété comme un très mauvais présage. C'est d'ailleurs relayé non pas seulement par les sources assyriennes, mais par les sources bibliques. Si vous lisez le livre d'Isaïe, il y a une petite citation qui est directement liée à la mort et à la chute donc, de ce très puissant roi à l'époque duquel ce prophète a vécu. Donc la mort du roi Sargon est vécue comme une catastrophe et va être interprété ou utilisé par son fils, Sennachérib, pour transférer la capitale à Ninive, qui sera donc la dernière des capitales assyriennes. Alors Sennachérib, d'un point de vue pratique, vous le savez peut-être, était déjà de toute façon installé à Ninive. Il occupait la maison de succession, donc en tant que prince héritier, et presque régent lorsque le roi était en campagne, eh bien, il avait assuré le pouvoir sur l'Empire assyrien depuis la ville de Ninive. Donc, quelque part, il déplace la capitale. Je vous ai mis ici le portrait présumé de Sennachérib face à son père à Khorsabad, une image très fantasmée par les Anglais au 19e de la ville de Ninive. Et puis j'ai mis que c'était une ville inachevée. Alors effectivement, le transfert de la capitale va impliquer que les travaux s'arrêtent, que des reliefs sont inachevés littéralement, que d'autres vont être emportés à Ninive, que le mobilier également et tout ce qui est précieux va être emporté, ce qui explique qu'au moment des fouilles, eh bien, on retrouve un palais qui est à peu près vide, en tout cas de tout ce qui était supposé être important pour Sennachérib. Et puis, on en a déduit très souvent que la ville avait été littéralement abandonnée et qu'il n'y avait donc plus personne passé 705 avant notre ère et la mort du roi Sargon II. En réalité,
d'une part, quand on regarde les textes assyriens, on voit qu'il y a une suite de gouverneurs qui sont mis en place dans la ville de Khorsabad, et donc il y a une administration qui reste, et il ne peut pas y avoir d'administration dans une ville fantôme. Et d'autre part, et ça c'est l'espoir que l'on a, il est vrai que la ville est tout à fait colossale, je vous ai dit 300 hectares ou plus, et qu'il est assez probable que l'archéologie est simplement passée à côté des secteurs qui seraient restés occupés dans cette ville assyrienne. On a par ailleurs retrouvé des traces, et ça vous pouvez les voir en partie sur les reliefs, des traces d'incendie. Et cet incendie, il est beaucoup plus vraisemblable qu'il soit survenu à l'époque de la chute de l'Empire, donc vers 612 pour cette région assyrienne, au moment de la chute de Ninive, qu'au moment du transfert, Sennacherib n'ayant absolument aucun intérêt à incendier la ville. Donc on pense que cet incendie est aussi une trace de plus, une preuve de plus de l'occupation de la ville de Khorsabad pendant tout le reste de l'Empire assyrien, donc pendant le 6e siècle, le 7e siècle. En revanche, la ville a fini par être abandonnée puisque 2500 ans plus tard, c'était une monticule supposée, certains d'entre vous le savent encore, être assez insalubre. Un hôpital y avait été installé parce qu'il y avait des cas, semble-t-il, de paludisme, je parle du 19e siècle, hein, et des tas de formes de marais qui s'étaient installés. Bref, donc un site qui n'était pas du tout particulièrement visité et sur lequel il y avait un village, somme toute, assez modeste, que vous voyez ici sur une gravure d'Eugène Flandin. On va revenir sur Eugène Flandin. Donc, on n'en avait pas vraiment le souvenir de cette grande et glorieuse ville de Sargon II, lorsque dans les années 1840, un Français, un diplomate français, prend le poste nouvellement créé de consul de France à Mossoul. Donc, poste créé par le roi Louis-Philippe. Et il n'est pas d'ailleurs plus évident qu'il devienne le pionnier et l'inventeur de l'archéologie mésopotamienne. C'est pourtant le cas. Donc vous le connaissez, je pense tous, c'est Paul-Émile Botta. Paul-Émile Botta, qui est donc un diplomate arabisant, d'où le fait qu'on lui octroie ce poste, mais qui par ailleurs a des amitiés, on le sait, dans des sociétés savantes qui se sont développées tout au long de la première moitié du 19e siècle, en particulier dans le sillage des Lumières du 18e, une sorte de curiosité élargie au monde entier. Mais particulièrement marquée pour l'antique Mésopotamie que l'on connaît à l'époque, presque pas, du fait de la culture biblique de toutes ces personnes. J'ai cité Isaïe, mais vous le savez, les livres bibliques parlent beaucoup des Assyriens, pas forcément bien, mais en parlent largement. Et c'est donc un moteur pour un certain nombre de ces sociétés savantes que d'essayer de retrouver les traces réelles de ces Assyriens, ou Babyloniens plus tard, qui sont tellement décrits dans la Bible. Et par conséquent, Paul-Émile Botta part armé de conseils qui lui ont été fournis par les savants parisiens, et en particulier un monsieur qu'on oublie, mais qui est en fait très important pour la redécouverte de Khorsabad, qui est Jules Moule, qui à l'Académie des Belles Lettres, qui est en face du musée du Louvre, hein, tout ça est un petit monde, lui indique qu'il faut absolument qu'il profite de ce poste pour essayer de faire des recherches. Et c'est là que c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'il va lui conseiller, et Botta est motivé, de ne pas faire comme l'ont fait tant d'Anglais et d'autres voyageurs jusque-là, à savoir simplement ramasser des choses qui sont en surface, mais d'essayer véritablement de faire une recherche archéologique. Alors l'archéologie, on connaît, mais on ne connaît pas dans ces zones-là. Il y a eu une archéologie en Italie, en France, et donc on va, Botta part avec l'idée qu'il va se faire archéologue, il va faire des vraies fouilles, il va creuser le sol et voir ce que l'on déterre. Alors, il commence sur le site de Ninive, qui est
énorme, donc la capitale qui a succédé à Khorsabad, et il semble avoir une certaine malchance, parce qu'alors que vous savez tous les trésors qui vont sortir de Ninive, il trouve qu'il n'en sort presque rien. Et il estime donc que ce site, il ne va pas y perdre tout son temps, et il se déplace avec ses ouvriers, donc à 15 km au nord, sur le site de Khorsabad, où on lui a signalé qu'il y avait peut-être des choses. Et donc il fouille. Alors il fouille à l'emplacement du village que je viens de vous montrer, du village d'ailleurs qui, en quelque sorte, donc 2500 ans après Sargon II, va être à nouveau... Sargon II avait dédommagé les habitants du site de Khorsabad, qui était un tout petit village, pour fonder sa ville. Botta, à son tour, va dédommager les habitants du village pour pouvoir pratiquer des fouilles sur le monticule que vous voyez ici, et qu'il suppose, à juste titre, être le tel archéologique sur lequel il pourra faire des découvertes. Donc, muni d'un firman ottoman l'autorisant à faire des fouilles, il entame des recherches archéologiques. Et il n'est pas du tout déçu, puisqu'il va très vite, et on le sait parce qu'il écrit à son ami Jules Maule, il va très vite trouver des reliefs magnifiques qui vont en plus lui permettre, en ce balbutiement de l'archéologie, de trouver les murs, puisqu'évidemment, qui dit relief dit qu'il y a un mur derrière, et il va donc pouvoir suivre les murs. Et vous avez donc devant vous un des premiers dessins qu'il envoie à Jules Maule pour faire part de ses découvertes. Et je vous ai mis, mais alors du coup ma tête le cache, donc je vais vous le lire, un extrait où il dit à quel point il a été heureux à Khorsabad. J'ai fait une coupure parce qu'en fait il dit, il le compare à ses malheurs à Ninive, et donc il dit qu'il a été très chanceux à Khorsabad et qu'il envoie donc immédiatement, c'est sa première lettre, une description sommaire de ce qu'il a pu déterrer jusqu'à présent, en y joignant quelques dessins fait à la hâte, aussi bien que le peut un homme qui ne sait pas dessiner. Donc bon, c'est pas si mal, mais effectivement, il n'est pas un dessinateur professionnel. Et il joint aussi la copie de quelques inscriptions. Et ça, c'est aussi un point assez admirable de la part de Botta, qui va copier des inscriptions qu'il ne comprend absolument pas. Le cunéiforme n'étant pas déchiffré, ce sont les balbutiements de cette science qui naît avec lui. Et donc, il envoie tout ça en France, où Jules Maule, accompagné d'autres savants, va relayer la découverte en disant que c'est absolument sensationnel et qu'il faut l'aider. Alors, je m'explique. Botta, dans ses lettres, va également soulever le fait qu'il est très heureux de ses découvertes, mais que jusque-là, il l'a fait avec ses modestes moyens de consul de France, quelque part sur ses deniers, mais qu'il trouve quelque chose de très monumental. Et je vous ai expliqué juste avant que Sargon II lui-même avait eu des difficultés financières à un moment pour faire ce chantier énorme. Et donc évidemment, Botta transmet au gouvernement français, par le biais de ses amis savants, qu'il ne pourra pas continuer les fouilles si on ne lui octroie pas des moyens, parce que c'est une échelle colossale. Et ça va arriver. Donc avec le soutien des savants français, Botta, que vous voyez ici, après avoir vu ses dessins, Botta va donc obtenir une subvention du gouvernement français en même temps qu'un dessinateur. Il l'avait dit dans ses lettres qu'il était un piètre dessinateur, et donc on lui envoie un diplômé de l'école des beaux-arts destiné à pallier et à copier tout ce qui pourra l'être sur le site. On est encore à une époque où il n'y a pas de photographie. Donc Eugène Napoléon Flandin apporte toutes les autorisations, les finances et son talent de dessinateur, dont je vous ai mis un extrait ici. Et effectivement, on reconnaît, il y a même une exposition en ce moment sur les œuvres en partie d'Eugène Flandin, un véritable talent de dessinateur qui va permettre à Botta, à l'issue de ses fouilles, de faire une publication dont j'ai mis la couverture, Monument de Ninive, qui est un monument à lui tout seul, puisque par là, on va révéler les Assyriens au monde savant.
C'est une publication de masse. Il a décidé d'y consacrer la moitié de son budget. Donc c'est vraiment un choix très important. Il veut que l'on connaisse dans tout le monde savant les Assyriens. Et en parallèle, Eugène Flandin, lui, veut faire connaître la Mésopotamie qu'il a découvert à cette occasion. Et donc il va, et c'est également dans l'exposition, il va aussi faire un relais à côté de ses publications luxueuses et savantes, des publications dans les journaux, dans le plein essor de la presse, dans les journaux à grand tirage, comme ici, Le Tour du Monde. C'était un journal très lu où il raconte son voyage en Mésopotamie. Et là, vous avez un intérieur de café à Bagdad. Mais à côté de ces publications, ce qu'il y a de plus sensationnel, c'est évidemment qu'ils vont également avoir un financement pour transférer des œuvres jusqu'à Paris. Alors c'est toute une expédition évidemment, il va même falloir aménager des routes pour transférer ces reliefs d'abord jusqu'au fleuve où ils sont mis sur des radeaux qui sont aménagés spécialement, des radeaux donc qu'on aménage pour ces œuvres très pesantes, qui vont, pardon, j'ai été un peu vite, qui vont donc suivre le Tigre jusqu'au Golfe, où ils sont affrétés sur des bateaux et qui, il faut le rappeler aussi à cette époque, doivent ensuite faire tout le tour de l'Afrique pour arriver finalement au Havre, et du Havre reprendre un bateau pour être ensuite acheminé de nouveau par voie fluviale jusqu'à Paris. Et donc la presse relaye l'événement et c'est la raison pour laquelle vous voyez ici, c'est de nouveau dans un journal à grand tirage de l'époque qui s'appelle l'Illustration, eh bien, le débarquement des antiquités assyriennes en face du musée du Louvre, puisque le Louvre a la chance d'être au bord de la Seine, donc le débarquement des reliefs et on le voit un peu j'espère, la foule de gens qui viennent pour voir pour la première fois les Assyriens en vrai et non pas les descriptions bibliques. Et évidemment, ils sont ensuite acheminés de nouveau donc, par tout un système de rondins et de bois jusque dans le musée du Louvre, où on va ouvrir le premier musée assyrien du monde. C'est ouvert en mai 1847, donc peu avant la fin de la monarchie qui a soutenu ces travaux, et c'est un succès énorme. Donc, la presse, de nouveau, s'en fait le relais. Vous avez ici un autre journal à grand tirage, le Magazin Pittoresque, qui retrace ce musée magnifique où il engage tout le monde à aller. Et alors ça a effectivement bien marché parce qu'à l'époque, le musée du Louvre était loin d'être aussi ouvert qu'aujourd'hui. C'était surtout ouvert aux copistes et de très nombreux jours fermés. Et le musée assyrien était un tel succès qu'il a fallu ouvrir tous les jours pendant plusieurs semaines pour accueillir la foule, puisque c'était vraiment une foule, venue découvrir ces reliefs, cet art qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est aussi assez important. Le musée assyrien, très tôt, va être une révélation pour les savants, le grand public et les artistes. Ça va lancer un mouvement qu'on appelle parfois l'assyriomanie. Des peintres que vous connaissez peut-être comme Courbet vont être fascinés, vont décider de se faire pousser la barbe pour ressembler au roi assyrien. Enfin, il y a vraiment une mode. Et sur le plan savant, il y a aussi une question de hiérarchie des arts à cette époque-là. On est encore, en tout cas en Occident, dans l'idée que la Grèce dépasse tout. Et il est donc particulièrement intéressant que le conservateur des antiques, qui va être en charge de l'aménagement du musée assyrien, écrive que les écoles d'artistes crétois et rhodiens, c'est-à-dire des Grecs, ont fort bien pu emprunter des notions à ces habiles sculpteurs assyriens. En effet, on va tout de suite admirer l'art assyrien, on va le copier, l'imiter et lui donner une place tout à fait à part dans la hiérarchie des arts. Et ça, c'est aussi très important puisque c'est le départ d'une idée fondatrice, à savoir l'antique Mésopotamie, berceau de la civilisation, dont s'est ensuite fait le relais les sociétés modernes. Donc on va se considérer les héritiers de cette très très grande culture reconnue dès le départ et en particulier par l'admiration pour la qualité artistique des reliefs exposés au Louvre.
Mais cette admiration, elle va évidemment susciter une forme d'émulation, si on est courtois, avec d'autres puissances, et notamment l'Angleterre, qui va vouloir se constituer la même chose. Et donc, 2 ans après l'ouverture du musée assyrien, le British Museum ouvre sa galerie assyrienne, avec des restes de Nimroud et Ninive. Alors ici, je vous ai mis une gravure qui le montre. Et paradoxalement, c'est vraiment une émulation parce que ce qui aurait été une sorte de compétition entre musées va aider le musée du Louvre. En effet, après les fouilles de Botta et l'ouverture du musée assyrien, le poste consulaire n'avait plus été pourvu et les fouilles avaient été interrompues à Khorsabad. On considérait qu'on en avait déjà bien découvert pas mal de choses. Un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Léon Fauché et qui visite au tout début des années 1850 le British Museum va en revenir en faisant état en Conseil des ministres qu'il n'est pas tolérable que le British Museum soit si riche de collections assyriennes et va donc tout faire avec le soutien de tous les cercles des beaux-arts pour que l'on renvoie quelqu'un à Khorsabad. Ça va donc être Victor Place, qui est renvoyé en 1852 en tant que consul de France à Mossoul, le poste étant rouvert. Et il part avec une mission qui est celle de rouvrir les fouilles à Khorsabad et d'essayer de parcourir toute la région assyrienne pour en savoir plus sur ce passé assyrien qu'on est en train de redécouvrir. Alors vous voyez ici Victor Place, et c'est vraisemblablement lui que l'on voit ici, donc accolé à un des taureaux qu'il a découvert. Il est également accompagné d'un artiste, Félix Thomas, qui l'a accompagné. Simplement, vous voyez qu'ici, je ne vous montre pas des peintures, je vous montre des photographies de Victor Place et des photographies sur le site. Alors Victor Place a le grand mérite d'avoir été le pionnier de la photographie en archéologie. Elle venait tout juste d'être inventée et il va absolument tenir à partir, non pas seulement avec un peintre et dessinateur, Félix Thomas, qui va faire tous les relevés, mais aussi avec un photographe qui va prendre des calotypes que vous voyez ici et qui sont conservés entre le musée du Louvre et le Collège de France aujourd'hui. Et du coup, je vous en ai mis quelques-uns. On a essayé de les mettre en ligne pour que ce trésor puisse être vu, parce que c'est vraiment tout à fait exceptionnel. C'est le tout début de la photographie archéologique. Vous voyez ici les reliefs le long des murs, mais aussi les découvertes des canalisations, parce qu'évidemment, une telle ville avait un réseau hydraulique très important. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. À côté de quoi, Victor Place va aussi apporter les premiers plans de la ville de Khorsabad que vous voyez ici, sur lesquels on va toujours s'appuyer, et va vraiment tâcher de faire reconnaître, à côté de l'art assyrien, la grandeur de l'architecture assyrienne, dont il est très admiratif. Il va donc demander à Félix Thomas de faire un certain nombre de restitutions. Donc on ne faisait pas de visite virtuelle à l'époque, mais il va vouloir, dans sa publication, que l'on montre à quoi ressemblait cette ville, alors même qu'il est conscient que quand on visite le site et sur les photos, eh bien, on ne se rend pas compte puisque c'est une architecture d'argile qui a fondu. Donc, avec des choses qui sont très vraisemblables pour la base des murs et moins vraisemblables pour le haut, il va tâcher de faire connaître cette architecture assyrienne, qui a eu, c'est un clin d'œil, mais un impact assez important, puisque ces restitutions, elles ont été très regardées. Elles ont en partie inspiré la façade, on va dire, d'honneur du musée de Bagdad, qui reprend le schéma établi par Victor Place au milieu du 19e. Elle a également été très diffusée en France dans des expositions universelles, qui étaient des expositions très visitées, et où Charles Garnier va également reprendre le schéma de l'architecture assyrienne telle qu'elle a été envisagée, donc encore une fois avec des erreurs, mais des choses justes, par Victor Place. Puis alors là, c'est un clin d'œil, mais évidemment, donc cette maison avait été restituée à Paris, parmi les pavillons. Et dans les pavillons,
vous pouviez également voir des facsimilés d'œuvres qui n'existaient pas. Par exemple, le char de Sargon, qui est représenté sur les reliefs de Khorsabad et qui a été fabriqué d'après les 2 dimensions, le relief en 2 dimensions, pour être exposé ici dans l'exposition universelle. À côté, par ailleurs, vous le voyez, d'une sorte de goudéa reconstitué, mais ça nous amènerait vers les Sumériens, donc je ne vais pas en parler. Et quand les Américains de l'Oriental Institute de Chicago vont fouiller Khorsabad dans les années 1930, ils restent imprégnés par cette vision de l'architecture assyrienne de Victor Place, ici pour la restitution du temple de Naboo, par ailleurs, devant lequel ils avaient trouvé des statues que vous voyez ici et des décors de briques émaillées qui avaient été d'abord repérés par Victor Place et qui se trouvent ici en couleur. Puisque c'est aussi un apport de Victor Place que d'avoir montré que l'architecture assyrienne était non seulement monumentale, mais très colorée. Alors, pour terminer avec Victor Place, malheureusement, s'il a eu un impact très important sur la vision de l'architecture assyrienne, et en particulier celle de Khorsabad, en revanche, vous le savez, il a joué de malheur, puisque presque l'essentiel de ses découvertes a sombré près de Kourna, peu avant d'embarquer pour un bateau vers l'Europe, en mai 1855. Donc, dégoûté, il n'a plus jamais voulu faire d'archéologie. Il n'empêche que ces découvertes, pour certaines, sont quand même arrivées, parce qu'elles n'étaient pas toutes dans ce chargement-là, au Louvre, et qu'arrivé au Louvre, le même Long Perrier dont je vous ai parlé va donc être chargé de réaménager le musée assyrien de 1847 pour en faire une présentation un peu plus ambitieuse, puisqu'on a plus d'objets et également, évidemment, rivaliser avec les galeries assyriennes du British Museum. C'est donc cette présentation-là. Et cette présentation-là va avoir une destinée assez unique dans l'histoire des musées, puisqu'elle va durer 140 ans. C'est seulement en 1993 qu'on va la réaménager. Donc ici, vous avez la vue, une gravure du 19e telle qu'elle a pu être vue à l'inauguration en 1857, mais elle a été vue par des générations entières. Et donc là, en clin d'œil, parce qu'on est à l'Institut français, elle a été aussi vue par des gens qui n'ont rien à voir avec la syriologie, mais qui vous montrent l'impact qu'a eu la présentation des collections mésopotamiennes au Louvre et la manière dont le Louvre a contribué aussi à faire la gloire, quelque part, de la Syrie. Ici, c'est Émile Zola qui raconte que des badauds, parce que c'est dans l'Assommoir et c'est des gens, on va dire, sans grande culture, qui se retrouvent au détour d'un cortège de noces au musée du Louvre, et qui se perdent un peu parce que c'est grand et qui se retrouvent dans le musée assyrien et qui ont un frisson devant ces œuvres assez extraordinaires et ils sont stupéfiés par l'inscription parce qu'ils se disent que c'est un grimoire incroyable. Donc ça, c'est juste aussi un clin d'œil. Ces inscriptions, si elles ont estomaqué et pas plus la troupe que décrit Émile Zola, en réalité elles ont aussi contribué au déchiffrement de l'assyrien, vous le savez, dans les sociétés savantes occidentales au 19e. À côté, j'avais mis à dessin la salle qu'a dû voir Émile Zola pour être inspiré, mais que pouvaient encore voir les visiteurs jusque dans les années 1990. En 1990, il y a eu un grand projet au Louvre qu'on a appelé le Grand Louvre et qui a été l'occasion de repenser la présentation de cette salle qui, vous l'imaginez bien, est un travail assez colossal de déménagement d'œuvres qui pèsent des tonnes. Et c'est donc jusqu'à présent la dernière fois que ces reliefs ont bougé. Donc ici, dans la cour carrée, avec le déménagement des taureaux monumentaux de Khorsabad, qui ont pris la rue de Rivoli, bloquée pour l'occasion, et qui se sont même donc en quelque sorte envolés grâce à la machinerie des déménageurs pour regagner ce qu'on appelait la cour des postes, qui leur a été attribuée et qui est depuis devenue la cour Khorsabad, où certains d'entre vous sont peut-être venus, et qui est donc cette cour,
qui est, alors attention, ce n'est vraiment pas une restitution, ça a été pensé comme une évocation. Pensant bien que en plein Paris, dans un palais royal moderne et parisien, il était compliqué d'évoquer une architecture d'argile, alors même que le palais est totalement en pierre, on a simplement cherché à évoquer un peu mieux qu'auparavant, puisque vous l'avez vu, c'était des salles très historiques et particulièrement minérales. On a cherché à évoquer un petit peu mieux l'architecture assyrienne. Alors en même temps, le paradoxe, c'est que ce qui évoque sans doute bien la monumentalité, c'est bien la hauteur de la cour parisienne qui correspond peu ou prou à la hauteur de l'architecture de Sargon II. Mais ça reste évidemment une vraie question. Comment évoquer au public le contexte d'une architecture et d'une ville qui aujourd'hui n'existe plus et n'est plus lisible telle qu'elle, même quand on va sur le site, alors même que l'on est dans un palais qui évoque une toute autre histoire, celle des rois de France, et en l'occurrence celle du XIXe siècle, puisque c'est une aile du XIXe. Donc évidemment, un projet de longue date et qui quelque part ne fait que poursuivre les premières ambitions de Victor Place, c'était de restituer d'une manière ou d'une autre ce qu'a été l'architecture de Khorsabad à l'origine au public. D'autant plus que, je le rappelle, nous sommes le musée, ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais le musée le plus visité au monde, et que c'est donc bien là le lieu où on peut faire passer ce message. Mais encore faut-il trouver le moyen. Donc, sans réinventer les choses, évidemment, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on s'est dit, mais on pourrait essayer de faire une visite virtuelle. Donc, de reconstituer virtuellement le site de Khorsabad. Alors ici, vous voyez une vue, et mon effet est un peu raté, mais vous voyez, on s'est dit, si on pouvait projeter le visiteur depuis les reliefs de Paris jusque quelque part dans les reliefs tels qu'ils étaient à l'époque où Sargon II pouvait arpenter le palais. On a la chance en plus d'avoir un site qui a une durée de vie bien délimitée dans le temps. On n'a pas de questions tellement à se poser sur les époques à restituer, donc on peut essayer de le faire. Alors, ce n'est évidemment pas simple pour autant. Je l'ai dit, si on veut le faire, on a cherché d'abord à le restituer sur le site. Pour ça, donc, il faut des relevés topographiques du site. J'en profite pour vous remontrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, à quel point, en effet, montrer le site tel qu'il est aujourd'hui n'est pas forcément beaucoup plus éclairant pour le public. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est faire le lien entre le site actuel, le musée, et les structures à recaler que l'on connaît grâce aux fouilles. Et ici, je vous ai donc mis le palais en partie recalé sur le site tel qu'il se présente aujourd'hui en monticule archéologique érodé. L'autre enjeu, c'est évidemment d'arriver à constituer une visite qui ne soit pas un labyrinthe absolument terrible. Le site est immense, on ne le connaît pas de toute façon partout. Qu'est-ce qu'on restitue? Comment on guide le visiteur là-dedans? Sachant d'autre part que dans le musée, on présente des œuvres qui viennent d'endroits très éloignés les uns des autres. Donc, un autre enjeu de la visite, c'est de faire comprendre que ce que vous voyez dans la cour n'est qu'une évocation et que vous avez, je prends cet exemple, parfois un taureau qui vient de la porte 3 au sud de la ville, à côté d'un autre, pardon, je vais vous le montrer, d'un autre qui vient du palais. Alors, évidemment, celui qui vient de la porte 3, il a été trouvé par Place ici. C'est un autre élément, c'est que pour recontextualiser ce qui n'a existé qu'au moment de la fouille, cette porte 3, elle n'existe plus, c'est le propre de l'archéologie. On doit aussi utiliser toutes les archives dont on dispose, mais comment les intégrer de manière dynamique finalement pour que ce soit intuitif pour tout le monde de savoir qu'on s'appuie là-dessus. Une peinture, les photos, ça ce sont aussi les calotypes qui montrent la découverte de la porte 3. Alors, ce ne sont que des essais que je vous présente.
parce qu'on a pu se lancer dans cette visite virtuelle grâce à un soutien de notre gouvernement, à l'annonce de François Hollande, l'ancien président de la République, en 2015, d'une grande exposition sur la Mésopotamie qui s'est tenue au Louvre-Lens. Un financement a pu être débloqué pour faire une première phase, une première visite virtuelle qui est actuellement en ligne. Je vais pouvoir vous la montrer. Et qui a aussi permis ensuite, dans une deuxième phase, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de débloquer un nouveau financement pour développer pleinement la visite virtuelle de la ville entière. Donc là, je vous montre des tests que l'on fait pour essayer d'intégrer les archives dans la restitution de l'architecture. Ce sont des poupées russes. Je vous ai montré le site entier de la ville. Ensuite, on peut aller dans la citadelle, puis aller dans le palais. Donc évidemment, il y a aussi une question du cheminement. Aujourd'hui, on réfléchit à une solution interactive qui permettrait de choisir quel chemin vous voulez faire. Donc évidemment, dans une visite virtuelle, soit vous avez une vidéo en continu, soit quelque chose d'interactif. Et voilà nos fameux taureaux qui ne pourront être replacés correctement que dans la visite virtuelle, à savoir, donc, comme je l'ai dit, dans la porte 3 et dans le palais, alors qu'aujourd'hui ils se côtoient et trompent en quelque sorte le visiteur. Mais en même temps, ne le trompent pas puisqu'ils restituent en effet la manière dont se présentaient les passages les plus importants de ce site assyrien. Parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous, évidemment, une visite virtuelle passe au départ par une simple levée de mur à l'endroit des plans, et donc ce qu'on appelle une maquette blanche, qu'il s'agit ensuite de réviser dans le détail, et c'est pratiquement infini. Hein, ça rend tout l'honneur à Sargon d'avoir construit une telle ville, parce que c'est un vrai casse-tête que de le texturer et de vérifier tout ce que l'on peut vérifier pour que la visite soit le plus fiable possible. J'ai donc mis ici une comparaison entre une maquette blanche et une maquette qui est à peu près texturée, et dans laquelle on a également pu ajouter la végétation. Alors on a tâché de ne mettre que ce dont on est certain. Donc évidemment, vous imaginez bien que pour l'architecture et les décors, on s'est basé sur les résultats des fouilles. Pour la végétation, par exemple, on s'est basé sur les textes cunéiformes, puisque Sargon II, pour le coup, on doit là encore lui rendre hommage, n'est pas du tout avare de description et va au contraire écrire largement au gouverneur pour dire qu'il veut être approvisionné de tel arbre qui vient de telle région, etc. Pour le parc royal, qui avait vocation à recréer d'une certaine manière les paysages conquis. Le roi pouvait ainsi, d'une manière quasi rituelle, reparcourir son empire dans un microcosme qui était le parc royal, avec des arbres exotiques qui, vous le savez, ont certainement, avec les autres jardins assyriens, inspiré le mythe des jardins suspendus de Babylone qui aurait dû pas mal aux jardins royaux assyriens. Donc voici ici les lettres et les textes assyriens qui nous permettent d'établir cette liste d'arbres. Évidemment, on met des fantômes dans cette visite de manière à replacer l'échelle, mais c'est seulement ça, puisque ce n'est pas l'objet. Et puis, il y a évidemment des choses formidables dans une visite virtuelle, c'est que de même qu'on ne peut pas aller dans les musées la nuit, eh bien, on peut, en revanche, dans une visite virtuelle, voir Khorsabad sous toutes les lumières, à toutes les saisons, voir l'effet que pouvaient faire les reliefs à la lumière des chandelles, etc. On reconstitue le site de Khorsabad avec ses décors, pour ceux que l'on en connaît, ce qui a passé évidemment par la numérisation en 3 dimensions des reliefs existants. Vous voyez ici les taureaux que maintenant vous connaissez bien. Mais également les dessins d'Eugène Flandin dont j'ai parlé en particulier, et qui nous permettent ainsi de restituer les décors en entier, même là où
comme ici dans cette salle, vous voyez que certains reliefs ont été conservés, sont aujourd'hui à Chicago, et puis d'autres ne sont connus que par les dessins qui sont ici restitués et texturés de manière à apparaître comme différents, mais en même temps à permettre d'avoir une vue d'ensemble à peu près cohérente. Autre chose qu'on peut restituer, si Sennacherib a vidé en quelque sorte le palais, il a quand même laissé des choses, donc supposées pas très importantes, comme ici des plaquages de portes, que l'on peut restituer sur les portes ici de la salle du trône. En revanche, on ne peut rien pour le mobilier qui est pourtant largement évoqué et qui a dû être emporté à Ninive, sur un relief ici de Khorsabad provenant actuellement au Louvre. Et puis évidemment, et ça c'est une question cruciale, on a souhaité, en tout cas à travers la première phase, alors même que quand on a travaillé à la première visite virtuelle, votre pays était en proie à des destructions dramatiques, on a souhaité alerter autant que faire se peut sur ces destructions, en l'occurrence pour Khorsabad. Et donc avec l'aide de repérage par drone et de vues qui ont donc été examinées, on a souhaité mettre l'accent à la fin de cette visite sur le destin moderne d'un site qui a subi des pillages en tunnel et autres récemment. Ça, c'était des vues qu'on avait eues donc en 2015 pour la première phase de la visite et qui ont donc permis d'établir très approximativement cette vue, mais qui est tout de même, là encore, une occasion, surtout au Louvre, avec nos dizaines de millions de visiteurs, d'alerter le public, le grand public, sur les dangers du pillage d'antiquités et du trafic d'antiquités. Alors, évidemment, la dernière grande question, et ce qu'on espère, c'est qu'au cours de cette phase 2, on poursuit cette visite et on espère collaborer avec nos homologues irakiens là-dessus, eh bien, on espère remplir le grand vide de cette ville qui est si mal connue, qui a été en partie fouillée par des Irakiens, avec ici le temple découvert parfois de Safar il y a déjà plusieurs décennies, mais il y a quand même une grande inconnue qui demeure, et ça, c'est l'archéologie qui pourra y répondre, à savoir sur l'occupation exacte de la ville. Alors aujourd'hui, on continue de travailler et on espère travailler même sur le site pour mieux connaître et mieux faire connaître Khorsabad. En parallèle de ce travail qui se poursuit, on a mis en ligne la première vidéo de la visite virtuelle de Khorsabad, qui est en ligne sur un site qui est une sorte de portail dédié à Khorsabad, dont j'ai mis l'adresse. Et je vais lancer très rapidement donc une vidéo qui est la première visite. Donc, elle mérite beaucoup de révision, sinon on aurait arrêté de travailler. Mais c'est une vidéo assez courte qui vous montre la ville, qui a été faite dans un temps assez limité par ailleurs. Et qui, si ça ne marche pas, est en ligne sur Internet. Voilà. Donc là, on arrive par le nord. Alors, la musique, peut-être on peut la couper. Ça, c'est un débat. Certains estiment qu'on ne peut pas faire une vidéo sans le son. Puis d'autres, au contraire, trouvent qu'on peut rêver en silence. Donc on arrive par le nord sur la citadelle royale, à cheval sur l'enceinte, et avec au loin donc cette ville qui est en grande partie inconnue. Donc vous avez ici le plan. Et on s'est donc évidemment concentré dans cette première phase sur la citadelle, qui est celle qui a été fouillée depuis Botta. Donc avec une vue aérienne qui vous montre, et encore là aussi il y aurait des choses à redécouvrir, ces résidences de hauts dignitaires, les temples situés sur la terrasse royale et le temple de Naboo, qui est en revanche plus bas et relié par un pont, la ziggourate.
Et puis ensuite, on a fait le choix, hein, puisque c'est toujours affaire de choix, et évidemment c'est toujours un peu subjectif, le choix de se concentrer ensuite sur le palais pour proposer une visite, après cette vue plus large et aérienne, une visite à hauteur d'œil dans les secteurs, on va dire les plus officiels du palais royal. Donc là vous allez plonger dans la cour d'honneur, d'où proviennent beaucoup des reliefs exposés à Paris. Donc, voilà la cour d'honneur, et à partir de cette vue à hauteur d'œil comme un visiteur de l'époque, eh bien vous avez un petit plan qui vous indique le circuit que vous allez suivre. Donc là, vous arrivez dans la salle du trône avec les peintures retrouvées par l'Oriental Institute de Chicago et la base du trône disparu, hein, qui portait le trône de Sargon II. On ressort dans la cour d'honneur et on va s'acheminer vers le couloir des Mèdes, le couloir 10. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'espaces qui nécessitaient plus de développement, mais comme cette vidéo a été faite pour une exposition temporaire au départ et pour servir, pour être honnête aussi, à avoir un financement pour poursuivre, on cherche à développer plus tard ces éléments-là. Donc là, on va passer le couloir 10, hein, selon la numérotation qui a été établie à partir de Bothaï, qui a été reprise par les différents fouilleurs ensuite. Donc on est accompagné de part et d'autre par ces tributaires mèdes venus du plateau iranien pour apporter les richesses dues au roi Sargon. On arrive dans une nouvelle cour avec ce système donc, qui est à la fois décoratif et protecteur de ces êtres bienfaisants que vous connaissez, et au pied desquels les soldats devaient s'ennuyer, puisque j'ai remarqué que ce n'était pas le cas au musée de Bagdad, mais au Louvre, nous avons des jeux qui ont été gravés au pied des taureaux par les soldats, vraisemblablement. Donc là, on va parcourir des salles qui mériteraient largement plus de développement, puisque c'est là que c'est en grande partie qu'on a retrouvé des décors très fameux de campagne du roi Sargon. Comme c'était fait pour cette exposition temporaire dont j'ai parlé et auquel d'ailleurs certains collègues irakiens avaient contribué pour son installation, on signalait ici le seul fragment de tête de taureau qui avait pu voyager, puisque c'est un fragment, et qu'on avait donc pu se lancer dans son déménagement, sachant les difficultés qu'on aurait eues sinon à déplacer un taureau entier. Et puis voici donc l'image que j'avais en partie montrée, mais en les divisant, du père et vraisemblablement donc de son fils face à face. Et puis on a fait le choix donc de ne pas développer davantage dans le temps imparti et de montrer en revanche un élément qui est hypothétique au niveau de son emplacement mais fondamental dans la conception du palais assyrien, à savoir le parc royal qui est donc décrit dans les textes et dans les images de Sargon II mais qui est difficile à localiser. En revanche avec des arbres donc, qui sont tous attestés dans ses lettres à lui. Et puis ensuite, on s'est dit qu'il fallait faire comprendre pourquoi on ne voyait et ne comprenait plus rien sur le site lui-même en accélérant très nettement la disparition des structures d'argile du palais de Sargon pour aboutir à la vision souvent assez floue pour le visiteur, on va dire lambda, donc de la vue actuelle du site de Khorsabad telle qu'elle se présente aujourd'hui et qui fascine malgré tout les archéologues. Et terminer donc sur cette alerte en se concentrant sur la citadelle et le palais, sur les trous de pillage qu'on avait pu modestement repérer à cette époque-là et qui on espère ne se sont pas aggravés. Voilà, et le film donc s'est terminé ainsi. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Ce film est donc en ligne. Et voilà, si vous avez des questions, je serai ravie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette question-là.
Ah. Ah, apparemment, il faut que vous ayez... Ou alors je... Ah oui, parce qu'il faut qu'ils entendent. Ah. Tout de suite après, tout de suite après. Sinon, ils vont pas entendre. Salam alaikum. أسعدتم مساء سيداتي آنساتي سادتي. الحقيقة المحاضرة كانت ممتعة جدا ومفيدة علميا وآثاريا، ولكن حبيت أن أعقب على التكوين الفني للثيران المجنحة، وبالإضافة إلى تمثال قلقاميش الآشوري. بس هاي النقطتين، فإذا تسمح لي للمحاضرة أن أنوه عنها فأكون شاكر لها. نعم. D'accord. Mais donc c'est un relief, il y en a plusieurs, hein, j'en ai montré un des exemplaires, un relief très monumental, représentant donc une sorte d'idéal du héros qui dompte un lion à main nue. Yes. Qui dompte un lion à main nue, donc qui s'inscrit, semble-t-il, dans la tradition des chasses royales, notamment au lion, qu'on connaît depuis le 4e millénaire dans la royauté mésopotamienne, qui sont très mises en scène à la cour assyrienne. Vous connaissez certainement donc ces différents reliefs qui mettent en scène le roi et sa cour, chassant notamment le lion. Et les premières interprétations, alors même qu'on découvrait en parallèle des vestiges archéologiques la littérature extraordinaire de l'antique Mésopotamie, on a interprété que ce héros pouvait être Gilgamesh en tant qu'idéal du roi. Un idéal royal qui dompte les lions et qui maîtrise ce que certains interprètent comme une incarnation du monde sauvage civilisé par le roi. Mais ça peut nous amener assez loin. Après, je vous glisserai que le parallèle avec Gilgamesh, il aurait semble-t-il été fait même à la mort du roi, puisque j'ai parlé d'Isaïe, mais on sait qu'un scribe assyrien, au moment de la mort du roi Sargon, va justement s'intéresser à la fin de l'épopée de Gilgamesh et à la question donc de la mortalité d'un roi. J'espère que j'ai en partie répondu. Alors, il y avait une question très empressée. Ah non, d'accord. Bonsoir madame. Vraiment ce soir est très importante puisque vous dévoilez raconter une partie très importante de la Mésopotamie, mésopotamienne et surtout en ce qui concerne les Assyriens. Mais vraiment je suis content, ravi de ce soir. Mais c'est tout simplement, je voudrais poser cette question parce que quel est le rapport avec le site de Nimrod? Est-ce qu'il y a un décalage, évidemment, entre le site de Nimrod et Khorsabad? C'est tout simplement, je voudrais éclaircir ce point-là. Merci, madame. Nimrod était la capitale qui a précédé immédiatement l'instauration de la capitale de Khorsabad par Sargon II. Donc, elle a continué ensuite en tant que ville assyrienne, mais n'ayant plus statut de capitale, puisque ça a été sous Sargon le cas de Dur-Sharrukin, et ensuite Ninive à partir de Sennacherib et jusqu'à la chute de Ninive en 612 avant notre ère. مساء الخير. اسمي عبد السلام طه، أنا باحث آثاري. في شحنتين غرقت في القرنة، وهذه الشحنات
كما نعلم هي كانت جزء من البعثات الفرنسية. حاولت الحكومة العراقية في الثمانينيات بالتعاون مع اليابان في البحث والتفتيش عن هذا الأمر. نشعر نحن أهل العراق أن لنا حق عليكم، وهو أن تتبرع الحكومة الفرنسية بحملة إنقاذية، ولدينا بعض التوقعات عن هذه المواقع. نحن نحتاج في متحفنا العراقي، نحتاج في متحف الموصل الذين تشتغلون عليه الآن، بل ونحتاج في متحف البصرة إلى شيء من آثارنا لكي تعود لدينا. وهذا عربون شكر من الجمهورية الفرنسية إلى أهل العراق، وهذا حقنا وهذا إرثنا. فنتمنى عليكم تجهيزنا بكافة التكنولوجيا والتمويل كاملا لمساعدتنا في الحصول على إرثنا. لا نعتقد أنها قد ذابت في الماء أو قد جرفها الماء، لكن نحتاج معونة منكم. كتابك جميل جدا، ميسوبوتامين بداية التاريخ، من هنا منطلق التاريخ أنا اطلعت عليه، وجهد جميل. Thank you. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. عفوا، السلام عليكم. يعني النائبة الدكتورة وحدة جميل من مجلس النواب العراقي، طبعا شكرا لهذه الدعوة الكريمة، وهي المرة الثانية أجي بها. ممتنة جدا لأنه دائما تجيني دعوات على الإيميل. محاضرة قيمة جدا من حضرتك، واستمتعت جدا واستمتعت بشغف، استمعت بشغف لهذه المحاضرة القيمة. بس عفوا يعني أنا أجهل التكييف القانوني لوجود الآثار العراقية أو نقل الآثار العراقية من خورساباد مثلا إلى المتحف اللوفر. أعرف هل هناك نوع من الاتفاقيات بين الحكومة الفرنسية والحكومة العراقية في هذا المجال؟ محتمل أكو اتفاقيات في المساعدة مثل ما تفضل الأخ قبلي، أنه أكو هناك مشكورة الحكومة الفرنسية على جهودها المبذولة في مسألة مساعدة الحكومة العراقية في التنقيب عن الآثار والحفاظ على التاريخ العراقي العظيم. لكن مسألة نقل الآثار العراقية إلى متحف اللوفر نحتاج الآن، شخصيا أحتاج إلى معرفة التكييف القانوني لها. شكرا جزيلا. Alors, toutes ces fouilles dont j'ai parlé ont été faites de manière officielle, avec des autorisations des gouvernements de l'époque. Alors évidemment, pour Paul-Émile Botta et Victor Place, c'était des accords de l'Empire ottoman. Mais voilà, ça s'est toujours fait de manière officielle. Et d'ailleurs, en quelque sorte, je pense que dans ce contexte-là, il faut rappeler qu'ils ont été les premiers à, parce que c'est malheureusement un fléau ancien, à se plaindre et à demander aux autorités que les sites soient protégés en indiquant que y avait ce qu'on n'appellerait pas des fouilles, c'est-à-dire des pillages clandestins sur ces sites énormes qui sont très difficiles à protéger. Donc ça, ils ont été les premiers à alerter sur le pillage archéologique qui est malheureusement, et là un peu partout, c'est un vrai fléau. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est aussi que, par exemple, pour le naufrage de Victor Place, c'est une tragédie dans sa vie, et on peut vraiment dire qu'il avait pourtant pris un très grand temps. Il a été attaqué, hein, donc c'est un naufrage qui s'explique en quelque sorte. Hein. Donc c'était lié à une situation sécuritaire qui était complexe. Il y a tout un tas de paramètres. Quand il y a un accident, de toute façon, il y a plein de causes. Mais il est évident qu'il était le premier à être conscient de la valeur de ses œuvres, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a ensuite refusé de refaire de l'archéologie. Donc ça, c'était pour vous répondre. Tout s'est fait dans un cadre légal, et les difficultés d'acheminer ces œuvres en ont dégoûté certains. Par ailleurs, je me permets, mais de nouveau, tout est toujours un peu subjectif dans la vie, et ce que je vais dire l'est forcément, mais au musée du Louvre, nous présentons des cultures très différentes les unes des autres, pas toutes d'ailleurs, celles qui ont été estimées depuis le 19e les plus importantes, dont évidemment l'archéologie mésopotamienne, qui a donc été considérée comme le berceau de nos civilisations.
Par conséquent, il est vrai que, de même que je suis très fière et j'aimerais qu'à Bagdad il y ait des collections françaises pour que vous connaissiez, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi ancien, mais je serais heureuse que vous puissiez voir des artistes français et peut-être vous dire que vraiment ils n'ont jamais égalé les Assyriens. Mais j'en serais heureuse. Parce que ça permettrait de faire connaître la culture de mon pays. Et encore une fois, c'est un point de vue subjectif, mais j'espère en tout cas qu'au Louvre, on contribue toujours, comme au 19e, à faire connaître votre pays, à faire connaître son passé, et par ailleurs, parce que vous avez malheureusement, et vous continuez de faire face à certains fléaux, dont le trafic des antiquités, à sensibiliser le plus possible, le plus de monde, et je rappelle qu'au Louvre, on accueille une dizaine de millions de visiteurs, donc on arriverait a priori à en toucher pas mal, que l'on arrive au Louvre à sensibiliser à la fois à l'importance de des vestiges archéologiques mésopotamiens et à l'importance aussi de le protéger, en particulier en ce moment. Et à ce titre, j'ose espérer que vous serez tous heureux finalement qu'on contribue du mieux possible avec vous à faire connaître et à faire respecter ces vestiges archéologiques. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, France. راح أتكلم بالعربي هسه. بعام 92 كنت أعمل بإعمار وزارة الدفاع اللي هي كائنة باب المعظم. هذه البنايات اللي صارت وزارة الدفاع امتداد للسراي الحكومي للوالي العثماني، يعني للدولة العثمانية. وبجوارها كانت العاصمة العباسية الثانية اللي هي المهدية. مقابلها من الجهة الثانية من جهة الكرخ كانت العاصمة الأولى العباسية. طلبوا من عندنا بوقتها أنه نضيف بنايات إلى وزارة الدفاع بعد الضربة مال الأمريكان. بعد الضربة العسكرية الحرب 91. حفرنا المهندسين المدنيين حفروا. الحفر نزل ببعض المناطق إلى 7 أمتار تقريبا. لقينا إنشاءات قديمة، ممرات مسقفة وأبراج. هذه احنا ما قدرنا نزيلها. طلبنا معونة خبيرة آثارية بمتحف قريب، متحف العسكري. قالت لنا هذه المباني والإنشاءات تعود إلى زمن قبل عيد، يعني قبل ميلاد المسيح، جدا قديمة، عصور الفارسية يمكن أو قبلها. جانا الأمر زيلوا الآثار وابنوا. السؤال احنا ما نحافظ على الآثار، انتم تحافظون على آثارنا، ما من حقنا نحكي وياكم. Non mais c'est vrai que ce que je peux juste dire, c'est que c'est fascinant et c'est ce qui a frappé les premiers archéologues, c'est que votre pays
regorge de tels archéologiques. Pour vous donner une idée, les archéologues qui travaillent en France n'ont aucune... Enfin, il n'y a aucune commune mesure. C'est vrai que vous avez une histoire qui est tellement ancienne que votre territoire, il est incroyablement riche sur le plan archéologique. C'est vraiment fascinant. Et c'est très exceptionnel. Il y a d'autres territoires, mais peu finalement. Donc, c'est un débat et il est respectable, mais il est vrai que vous auriez de quoi faire des dizaines de musées du Louvre. Les sites archéologiques, on le sait, en France, on est plus riche de collections paléolithiques. On a un musée qui a été construit au 19e sur le paléolithique. C'est un cauchemar pour les conservateurs. Ils seraient, je pense, très heureux que le monde entier s'intéresse au paléolithique du Languedoc. Malheureusement, il n'a pas cette résonance de berceau des civilisations que vous avez pour le passé mésopotamien. Et donc, franchement, c'est vrai que malheureusement, alors qu'ils aimeraient que de New York à Bagdad, ils adoreraient qu'à Bagdad, vous ayez une vitrine sur le paléolithique, qui est pourtant très important aussi. Mais c'est juste pour vous dire qu'après, d'un point de vue très pratique, les œuvres, elles résonnent parce qu'elles parlent à tout le monde. Et donc on peut les exposer dans tous les musées du monde, qui plus est quand on en a des quantités telles que la gestion même devient un problème. Je donnais l'exemple des collections paléolithiques qui submergent les musées. J'ai été au musée de Bagdad. On espère absolument pouvoir aider de toutes les manières possibles, mais il est vrai que le propre des musées archéologiques, c'est d'être souvent submergé, effectivement, parce que dès qu'on fait un trou dans le sol, et particulièrement en Irak, on trouve des collections. À partir du moment où on les a trouvées, on est en devoir, en tout cas je ne vous dirai jamais l'inverse en tant que conservatrice, de les conserver. Mais le problème, c'est quand ça devient des millions et qu'on est submergé finalement par ces vestiges archéologiques qui pourtant sont tellement importants parce qu'ils sont plus que vénérables et parce qu'ils passent un message qui parle à tout le monde. Mais encore faut-il pouvoir l'exprimer, ce message. Et il est vrai qu'il passe plutôt par les musées depuis qu'on a créé cette institution. Et que les visiteurs du monde entier voient ça et se passent le message et savent à quel point l'antique Mésopotamie a été importante. Et c'est pour ça qu'on l'enseigne dans les écoles en France comme à Bagdad. Et bien ailleurs qu'en France d'ailleurs. Ah. مساء الخير. شكرا جزيلا للمعهد الفرنسي. أنا مهندسة شروق العبايتي. شكرا للأستاذة على هذا العرض. وبشكل مختصر أنا كعراقية عندما أشاهد هذه الحضارات العراقية ممثلة في المتاحف العالمية أشعر بالفخر أننا ننتمي إلى الحضارة الإنسانية العالمية بهذه القوة. لدي سؤالين فيما يتعلق العرض تحديدا. يعني نحن نعلم أن الثور المجنح فيه خاصية فريدة من نوعها، وهو أنه يمتلك 5 أرجل. شاهدنا في العرض هناك قسم له 5 أرجل والقسم الآخر 4. لا أعلم هل هذا الأمر مقصود وهل هو موزع بالطريقة التي فعلا تعتقدون أنها كانت موجودة بهذه أم بشكل يعني خاص. لا أعلم، أنا لدي استفسار حول ذلك. السؤال الآخر أيضا حول التمثال. ذكرتي أنه هو نمرود الذي يحمل الأسد، ومعلوم أن هذا التمثال ليس بهذه الشكل ولكن نفس المواصفات هو للملك جلجامش في أوروك. هل ما عرضت يعني الصورة المعروضة هي نسخة وجدت في خورساباد لملك من تلك المنطقة نمرود محاكاة لتمثال جلجامش أم ماذا؟ يعني أنا صار عندي نوع من الكونفيوجن يعني الارتباك. مع الشكر الجزيل. Non, alors, je ne voulais pas du tout vous prêter à confusion. Cette grande figure colossale, c'est un héros au lion, il est anonyme, il n'a pas d'inscription, et les appellations de Gilgamesh ou de Nimrud sont des appellations souvent anciennes, au 19e, qui lui ont été données parce qu'on voulait essayer de les identifier
et de les associer donc à de grandes figures connues pour Gilgamesh par la littérature mésopotamienne à peine découverte et pour Nimrud par la Bible. Mais ce sont des noms d'usage. En tout cas, les Assyriens ne nous disent pas de qui il s'agit. Par rapport à votre deuxième question, c'est une question d'histoire de l'art, en quelque sorte. Traduis pas. Donc ce sont des noms d'usage. La question des pieds, là, je vais vous répondre. On nous regarderait dans la salle, on serait en mesure, alors qu'on est pourtant tous différents, sans doute, de dire à peu près à quelle époque on a vécu, parce que, paradoxalement, on se coiffe, on s'habille, en fait, finalement, de notre époque. Donc, bref, il y a des styles, il y a des apparences et des styles en histoire de l'art, et on sait que les taureaux à Khorsabad ont 5 pattes, vraisemblablement pour qu'ils puissent être en position statique quand on les regarde de face, et en marche, quand on marche de part et d'autre d'eux. Et puis après on arrête et on leur fait plus que 4 pattes. Et c'est une astuce quelque part pour dater. Les étudiants du monde entier ont utilisé cet aspect. Mais quant à la raison pour laquelle à un moment on arrête de faire 5 pattes à un taureau, c'est pourquoi à un moment on change de style. Et ce sont des questions intéressantes, mais malheureusement on n'a pas toujours les réponses à tout. Oui. Salut madame. Je peux poser ma question directement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Madame. Oui, non, pardon, je vous cherche. Je vais poser directement la question pour ne pas prendre beaucoup de temps. En fait, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez une idée sur la date pour créer un modèle 3D pour toute la civilisation mésopotamienne? C'est parce que je suis au courant qu'il y a des archéologues français qui travaillent pour construire un modèle numérisé 3D sur la civilisation mésopotamienne, assyrienne et sumérienne, même de Babylone. Un modèle 3D, mais pour toute la civilisation, c'est-à-dire oui. C'est-à-dire... c'est pas seulement de Khorsabad, mais de la civilisation, par exemple, sumérienne. On construit un modèle 3D et numérisé quand même. J'ai même entendu parler d'un projet alors qui ne fait... C'est pas tout à fait je réponds pas à votre question parce que je connais pas ce projet. Mais dans les projets très ambitieux numériques, il y a par exemple la croyance qui... Je pense que certains dans la salle, je les regarde, ne seront pas convaincus non plus, qu'on peut faire une sorte de Google Translate du sumérien, de l'akkadien, et que ça va marcher. Alors, un jour peut-être, mais c'est vrai que je suis pas sûre. En fait, sur les projets numériques très ambitieux, c'est parfois très ambitieux. C'est possible? Ça le sera peut-être, sûrement. On espère. On espère. Merci, madame. À demain. Merci. Bonjour madame, merci pour cette présentation. Je suis docteur Maha Soudani et docteur en génie civil et spécialiste et télédétection et le contrôle d'ondes descriptives de l'université Al-Mustansriya. En fait, moi, on continue de la question de la dame et le monsieur. Et moi, j'ai une petite question qui est totalement scientifique. Et je voudrais savoir le logiciel que vous avez utilisé pour construire le plan virtuel. Est-ce que vous avez juste utilisé les photos que vous avez prises avec la caméra ou vous avez utilisé autre chose, un autre moyen comme la photogrammétrie et topographie, je ne sais pas. Oui. Deuxième question, vous avez déjà parlé de la difficulté en utilisant le drone sur la ville de Mossoul comme ça. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà demandé l'autorisation d'utiliser le drone à l'aide d'experts
irakiens en archéologie et aussi dans tout ça. C'est ça ma question. Merci. Merci. Alors, c'était bien de s'adresser à moi, mais j'aurais dû le dire. Et il y avait le générique, hein, sans avoir voulu du tout refaire la ville comme Sargon. Malgré tout, même une visite virtuelle ne se fait pas toute seule. Et du coup, un certain nombre de personnes m'ont aidé. Alors, à commencer par le concepteur technique, qui saurait vous dire quel logiciel il a utilisé exactement pour lever les murs. Moi, je n'ai fait que faire une correspondance pas possible sur à telle minute, ça ne va pas, telle texture, etc. Il faut mettre telle chose et tout. Mais moi, je n'ai jamais manipulé les calculs. Donc, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, il pestait parce que dès qu'on voulait modifier quoi que ce soit, c'était tout un tas de calculs qu'il fallait refaire pour que ça apparaisse bien. Mais le logiciel exact, je ne pourrais pas vous répondre. Je sais en revanche, parce que ça, je l'ai suivi, que pour intégrer donc les images, des reliefs, hein, on ne parle pas des autres scans, on a utilisé donc de la numérisation 3D pour tout ce qui était possible. Et puis sinon, là j'ai peur de dire une terrible bêtise et que vous vous disiez que je ne connais rien, ce qui serait vrai, mais je crois qu'on a fait une technique de photo, j'allais dire Mesh Lab, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est une technique de prise de photographie qui permet de faire une sorte de 3D en fait. Et c'est ça qu'on a fait. Voilà. C'est ça qu'on a fait quand on n'a pas pu faire la 3D. En fait, on n'a pas pu la faire quand on avait des contraintes de lumière telles qu'en fait le résultat n'était pas bon et qu'il fallait procéder autrement et de manière un peu plus fluide. Donc voilà. Pour le logiciel, je suis absolument désolée, je ne peux pas vous répondre. Et puis vous m'avez posé une deuxième question, mais alors là je dois commencer à fatiguer. C'était, rappelez-moi. C'est pour utiliser le drone. Pour utiliser le drone. Non, et puis c'était pas un oubli volontaire. Non, alors de nouveau, on n'a pas fait ça tout seul. Et moi, j'ai juste essayé une fois de conduire un drone et pas du tout ici. Donc c'est une équipe que l'on remercie d'ailleurs dans le générique et qui avait opéré avec tous les mandats et les autorisations pour faire ça. D'accord. En fait, c'est juste un petit point. Pardon. D'accord. Pour le logiciel. Et moi, j'ai déjà utilisé en fait le caméra de haute puissance et haute résolution. Et avec le logiciel ArcGIS et une partie qui s'appelle ArcScene pour faire, comme on dit en anglais, la documentation of ça. Et ça marche très bien en fait que j'ai déjà utilisé ici en Irak, mais ça marche très bien. Merci beaucoup à vous. Mais merci à vous. Oui. Je dois le dire. Je dois le dire. Bonjour. Alors j'ai bien aimé votre présentation et bienvenue à Bagdad. Moi en 2016 j'ai visité le musée du Louvre. J'ai bien aimé, j'étais fière parce que j'étais fière de voir notre monument était protégé en France. Mais j'ai une question, mais est-ce que vous êtes prête comme archéologue de travailler avec les archéologues irakiens pour protéger les restes? J'ai pas entendu la fin de votre phrase. Pourquoi Est-ce que vous êtes prête comme archéologue de travailler avec les archéologues irakiens pour protéger le reste? Ah bah non, mais au contraire, oui, bien sûr. Oui, enfin, ça a l'air d'être mais c'est évident, oui. Au contraire, je pense que je suis pas la seule. Enfin, je veux dire, tout le monde a été, en tout cas dans le milieu de l'archéologie, mais je crois bien au-delà, extrêmement touché et je veux dire, moins plus que vous, c'est pas le problème, mais en tout cas, souhaitant vous aider l'Irak du mieux possible. Alors en revanche, je dois vous avouer, vous avez vu, je fatiguais un peu, je commence à fatiguer, et du coup peut-être une dernière question, et puis après, je vais tomber. Comme une pile. Bonsoir. Le message a été bien reçu. Ma question, ce sera la dernière. Je suis désolée, hein, je vous promets au nom des autres. Merci de cette belle et féconde présentation d'une ville dont on connaît, enfin je parle pour moi-même,
j'en connaissais très très peu. Ma question, est-ce que le site de la ville actuelle a été touché par Daesh à votre connaissance? Malheureusement, moi, j'ai pas autant de données que ce pays lui-même. Donc, on essaye justement de savoir. Là, on a analysé des vues aériennes. Je ne peux pas, en plus, je ne me sentirais pas à ma place de vous répondre à la place des autorités irakiennes. Malheureusement, nous, on a constaté qu'il y avait des dégâts et on a essayé d'alerter en se disant que c'était un moyen de faire passer ce message qui ne touchait évidemment pas que Khorsabad. On prend une dernière question très courte. مساء الخير. طبعا شكرا جزيلا. بعد التغيير اللي حدث بالعراق انهب المتحف العراقي، فهل وصلت إلى فرنسا بعض القطع الأثرية؟ وهل هنالك، وإذ كانت وصلت، هل بالإمكان إرجاعها للعراق أو هل يوجد عمل من أجل إرجاعها إلى العراق؟ شكرا جزيلا. Alors, malheureusement, effectivement, on en était tout à fait conscient. Et d'une autre manière, vous imaginez bien que le trafic des antiquités passe au-delà des musées, c'est-à-dire que s'ils nous prévenaient, ce serait pratique parce qu'on pourrait vous prévenir, mais en général, précisément, ils essayent d'éviter les musées qui serviraient d'alerte. Donc, on a une veille au cas où, parce que malgré tout, il peut y avoir des antiquités clandestines qui passeraient et qui essaieraient de se faire passer en quelque sorte pour des antiquités qui circuleraient honnêtement. Donc, on a une veille permanente et on espère toujours pouvoir vous aider à en retrouver. Il est vrai que d'un point de vue très réaliste, on n'est pas l'objectif et donc peu nous arrive. Donc on a essayé de travailler aussi avec les différents organes chargés de lutter contre le trafic criminel d'œuvres d'art, mais je crois vraiment que la chose à laquelle on peut réellement être utile, parce que le marché passe largement loin de nous de manière volontaire, parce que sinon on vous alerterait tout de suite, c'est effectivement ce travail d'alerte du public quel qu'il soit, puisqu'il n'y a de marché que quand il y a des acheteurs, et que si on arrive, c'est peut-être très optimiste évidemment, mais à résorber en partie cette demande, eh bien peut-être qu'on aidera d'une autre manière. Donc on cherche en tout cas à alerter dans le musée, dans les expositions, dans les cours, puisque le musée du Louvre c'est aussi une école, dans les conférences, partout, sur le fait que votre pays subit effectivement un trafic énorme d'antiquités clandestines et que eh bien, on est souvent impuissant, mais que finalement, comme partout, c'est à la fois optimiste et c'est en même temps une réalité. Et si tout le monde met une goutte, à la fin, ça finira peut-être par contribuer à le résorber, sinon à l'arrêter. Voilà, ma pile s'éteint. Voilà, on continue par un pot à la cafétéria.